Faut pas que les gens se disent je suis fait ou je suis pas fait pour ça. Il faut qu'ils se posent la question de ce qu'ils aiment pas. Et la preuve, c'est que quand les gens sortent d'archi, il y en a beaucoup qui font autre chose, mais ils se servent de ce qu'ils ont fait en école d'archi, d'une manière ou d'une autre. Il y a des millions de façons d'être architecte. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est la thématique de ce podcast. Voilà. Eh bien, salut à tous, bienvenue dans Drop the Kutch, le podcast qui part à la rencontre des diplômes en architecture exerçant désormais dans un autre domaine. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un collectif, le Presse Cervelle, avec Antoine, Bastien, Lucille, Martin et Véronica. Salut à vous. Salut. Salut à tous. Alors, vous êtes diplômés de l'ENSA de Normandie entre 2013 et 2019. Certains d'entre vous sont dans l'association à plein temps et d'autres non. Est-ce qu'on peut faire un rapide tour de table et est-ce que chacun peut se présenter très très rapidement, enfin juste pour qu'on puisse chacun identifier vos voix. Salut, moi c'est Bastien, je suis membre actif à plein temps dans l'association. Salut, je suis Véronica, je suis également membre actif de l'association. Voilà, moi je m'appelle Antoine aussi, je suis membre du bureau président de l'association et je suis actif à côté d'un travail à plein temps, mais j'y mets le plus de temps possible. Alors moi c'est Lucille, donc j'étais membre actif il y a quelques mois, et puis là je suis partie faire un service civique à Bordeaux, donc je suis un petit peu moins actif en ce moment. Ensuite il y a Victor qui lui a été diplômé en 2013. Ouais, salut Victor. Alors moi du coup je suis membre du bureau en tant que trésorier, donc je gère un peu tout ce qui est paperasse, facture, tout ça. Et à côté, du coup, j'ai un travail à temps plein, donc voilà, j'essaie de m'investir quand je le peux et puis quand c'est nécessaire. Voilà. J'ai vu que l'association avait été fondée en 2017. Est-ce que c'est vous qui l'avez fondée ou vous l'avez juste rejoint après, Antoine ? Alors l'association, non, on l'a fondée notamment avec Victor et Flore aussi, donc qui n'est pas présente, mais qui est donc une membre aussi assez active dans l'association. On l'a fondé un peu sur un petit projet dont l'objectif était de plus mettre en avant la créativité étudiante et des jeunes artistes et un peu plus autour de la scénographie. Et à partir de là, il y a eu de plus en plus d'occasions de participer à des projets plus spatiaux, plus en lien avec ce qu'on aime tous, l'architecture. Et c'est très vite, le groupe s'est étoffé avec une bande de copains qui s'est vite montée en 2017 et qui est à peu près la même depuis le début. L'association a été créée en 2017, mais en fait le collectif existait même déjà depuis 2016, je pense. Ouais, le collectif a 1 an de plus, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en gros, en termes d'entité, on existait avant la création de l'asso, et la création de l'asso, ça nous a permis de nous structurer en fait, de rendre le côté un peu plus sérieux, on va dire. Avant, c'était vraiment la partie site internet. Donc on n'avait pas structuré les choses de la même manière. Et c'est quand on a vraiment le collectif a décidé de s'investir sur de s'organiser différemment, vraiment en collectif, que l'asso s'est montée. Et du coup, c'est quoi un collectif ? Celui qui veut. Je pense que nous, notre collectif, ça revient un peu régulièrement, mais nous, c'est vraiment notre bande, c'est vraiment une bande de copains qui a la même passion et le même intérêt pour la création spatiale et quelles que soient les échelles. Et le fait de mettre la main à la pâte, de s'investir d'une autre manière que ce dont on a entendu en école d'archi. Et après, un collectif, je pense que ça peut prendre beaucoup de formes. Nous, le nôtre, il évolue d'année en année et on est surpris d'année en année. Après, nous, ce qui nous intéresse vraiment, voilà, c'est ce travail autour de la scénographie, la micro-architecture, un peu l'aménagement intérieur, artistique. C'est de s'intéresser à tout ça sur plein d'aspects différents. Ouais, moi je dirais qu'un collectif c'est aussi une réunion de plein de personnes qui ont des savoirs et des connaissances très, très différentes et très variées, et du coup c'est l'occasion de pouvoir échanger tout ça en fait. C'est aussi quelque chose, nous dans notre cas, qui est assez horizontal, donc c'est vraiment basé sur l'échange et le partage. Et initialement, est-ce que votre état d'esprit c'était
Parce que je sais que j'ai des discussions souvent comme ça avec des amis. Si on se dit, on aura notre diplôme et après on fait 1 an ou 2 ans où on travaille dans un collectif, où on fait un tour du monde, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous, c'est ce que vous aviez en tête quand vous avez rejoint ce collectif ? Alors, est-ce que vous voyez dans le collectif vraiment très investi à long terme ou à court terme ? Totalement. Nous, quand on a rejoint, on s'est mis à fond dans le collectif en janvier dernier, c'était ça. On s'est dit, on est diplômés, on se donne à fond pour les mois qui viennent, et puis on voit comment on s'en sort, quoi, financièrement, etc. Et après, je pense que ça dépend beaucoup de chacun, si on se voit à long terme ou pas. On a tous on est 15 dans le collectif, donc on a 15 aussi envies assez différentes. Moi personnellement, oui, je me vois. Moi, j'aimerais que ça soit quelque chose qui dure dans le temps. Après, c'est une machine qui est assez longue à mettre en place quand même, ne serait-ce que de pouvoir en vivre financièrement. Je pense que c'est assez compliqué. Ça met quelques temps à se poser avant que ça marche. Bastien ? C'est pareil, en fait, l'association a beaucoup évolué depuis 2017. En 2017, c'était juste à la base un site internet sur lequel on promouvait des artistes et donc la culture de manière générale. Et ça a évolué dans le sens où c'est devenu un collectif. On fait de la scénographie, de la micro-architecture, le lien entre la conception et la construction. Donc ça a quand même beaucoup évolué en fait depuis 2017. Et en fait, peut-être que c'est notre point fort, on se remet souvent en question aussi. L'association évolue quand même assez régulièrement d'année en année. Oui, et si je dois même compléter un peu ce que dit Bastien et Lucille, c'est vrai que le fait d'être 15, ça amène 15 visions différentes, parce qu'on a tous un rapport à ce projet qui est quand même assez personnel, et en même temps on a envie de le faire ensemble. Du coup, ce qui fait que, comme l'a bien dit Bastien, il a énormément évolué en 3-4 ans, et on sait qu'il va encore énormément évoluer de par nos expériences différentes, de par les envies qui changent. Je pense qu'il y a entre 2 ans et maintenant, nos envies étaient pas les mêmes. Et on le sait, et ce qui est assez, je pense, la force de notre groupe, c'est que c'est très accepté de la part de tout le monde. On le sait, qu'il y a une évolution qui va se faire, qu'il y aura un effet de groupe qui se monte et qui la mayonnaise prend doucement. Et il y a cette envie commune aussi, je pense. Enfin, pas de la même manière, mais il y a une envie forte vis-à-vis de ce projet, peut-être différente suivant les gens, mais quand même une envie qui est très présente d'en faire quelque chose de différent de ce qu'on voit conventionnellement, tout en faisant des choses qui nous plaisent, quoi. Et question bête, mais est-ce que à long terme, le collectif pourrait devenir une agence d'architecture particulière ? Tu rentres dans le débat. Ouais, ça c'est une très bonne question. Alors, on a quand même, là ces derniers temps, essayé de communiquer avec d'autres collectifs qui nous ressemblent, et aussi des collectifs plus évolués en termes d'expérience. Et au final, de ce qu'on peut voir apparaître, c'est que généralement il y a 2 entités qui se créent. Parce que on le sait tous, si on s'inscrit à l'ordre des architectes, il y a un code déontologique qu'on doit prêter serment. Et il ne nous est pas possible d'être maître d'ouvrage et maître d'œuvre en même temps. On ne peut pas être constructeur et concepteur. Donc, partant de ce principe-là, on pense que... Alors bon, ça c'est une discussion qu'on a eue, mais bon, on n'est pas encore rodé là-dessus. Mais il y a des chances que l'asso persiste, en tant qu'asso. Et peut-être que une autre entité verra le jour, plus consacrée à l'architecture. Mais bon, ça après on sait pas trop si c'est l'asso qui va évoluer en société ou si on garde les 2 entités. Donc ça c'est un sujet auquel on commence à en discuter, on commence à essayer de se renseigner sur les différentes formes. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu complexe puisque effectivement il faut quand même qu'on soit en accord tous. Et puis voilà, je pense que la solution va émerger naturellement un jour ou l'autre, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec... Ouais, totalement. Bastien, tu veux Je pense qu'il y a une question d'échelle aussi en fait des projets. C'est que pour l'instant en fait on se consacre beaucoup à des projets de petite échelle. On est dans la micro-architecture et en fait tout ça c'est aussi la grande différence avec une agence d'archi.
manière générale. Après, depuis cette année, justement, vu que l'asso elle a beaucoup évolué depuis l'année dernière, en fait, on avait commencé à avoir des propositions de missions qui seraient beaucoup à plus grande échelle, où justement on avait commencé à se poser la question si on se positionnerait pas que en tant qu'architecte, concepteur, et où on pourrait plus en fait suivre, organiser le chantier entier comme on le faisait pour les plus petits projets avant. Parce qu'aujourd'hui, la phase construction, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le côté expérimentation de la matière, le fait d'utiliser des matériaux éco-responsables, et donc de promouvoir ce mode de construction. Ce qui est aujourd'hui un peu difficile à mettre en œuvre à grande échelle, et c'est ce qu'on essaye de développer un petit peu. Parce que du coup, si les autres sont d'accord. Oui, totalement. Sur de la micro-architecture, t'es pas soumis aux mêmes normes du coup et aux mêmes contraintes que sur un gros projet aussi. Du coup, tu peux plus expérimenter. C'est ça, c'est pas la même gestion, pas la même réglementation, et aussi très simplement, mais le fait d'être une association et d'avoir une gestion plus simplifiée qu'une agence ou d'autres choses nous permet d'avoir plus de liberté parce que on commence à maîtriser cette échelle. La plus grosse échelle, en fait, chaque fois qu'on passe d'un sujet à un autre, on se rend bien compte qu'il y a un temps d'adaptation qui est normal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une maîtrise de cette échelle qui nous permet de, comme dit Bastien, vraiment expérimenter et faire des choses qu'on aime. Après, je pense qu'il y a ce côté un peu architecte de toujours aller chercher autre chose quand on connaît quelque chose, on a envie d'aller à l'étape du dessus ou alors réinterroger d'une autre manière. Enfin, comme ils l'ont très bien dit, on se remet beaucoup en question. Et du coup, c'est ça qui des fois fait que les choses sont un peu poussives, mais bon, c'est ça l'effet de groupe aussi. Il faut qu'on soit commun. Puis Lucie, je t'ai coupé. Ouais, moi je rajouterais aussi que très personnellement, moi ce qui m'intéresse dans la petite échelle et qu'on pourra certainement pas faire, enfin dans la plus grosse échelle, c'est qu'en fait on peut construire nos projets tout simplement. Enfin c'est là où c'est chouette, on n'a pas besoin d'être maçon ou autre pour. Enfin ça nous laisse la plus petite échelle, permet beaucoup plus de liberté et de pouvoir concevoir et construire ces projets, c'est ça qui est génial en fait. Moi j'ai juste une question parce que j'ai jamais eu l'occasion pendant mes études de faire de la micro-architecture. Du coup c'est quoi comme type de projet qui rentre dans la catégorie micro-architecture ? Je dirais que c'est tout ce où il n'y a pas besoin de permis de construire, peut-être non. Tout ce qui est un peu du mobilier urbain, de l'œuvre d'art, de tout ce qui est à échelle praticable. Je sais pas bien la définition en fait. Comment on pourrait tout ce qu'on peut construire nous-mêmes, c'est de la micro-architecture, peut-être. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une question d'échelle. Au final, c'est tout ce qui est à échelle humaine, tout ce qui est maniable, tout ce qui est, comme dit Lucille, praticable dans le sens où, au final, bon, l'architecture est praticable au sens général, bien sûr, mais la micro-architecture, c'est vraiment l'échelle du petit projet sur un site qui peut être très petit aussi. Et au final, en fait, c'est vrai que le terme micro-architecture veut pas spécialement dire quelque chose, puisque l'architecture, c'est à toutes les échelles. Donc, dessiner un tabouret, bon, on est dans le design, mais on est aussi un peu dans l'architecture, dans lequel on pense le tabouret par rapport à un espace. Et du coup, je pense que la micro-architecture, c'est un peu ça aussi. C'est penser une installation dans un espace urbain, en prenant en compte le site, peut-être... Oui, vas-y, Lucille. Je pense que plus que micro-architecture, ce qu'on fait, c'est des installations, en fait. Parce que, on fait du mobilier, c'est pas de la micro-architecture, c'est du mobilier. On fait des halles, j'appelle pas ça non plus la micro-architecture, c'est une forme d'architecture. Donc, je pense, en fait, tout ça, c'est des installations, en fait. Ça définit déjà plus ce qu'on fait. C'est des installations qui sont durables ou alors vous travaillez plus sur de l'éphémère ? Sur de l'éphémère, actuellement. On peut quand même parler un peu d'architecture, de micro-architecture, dans le sens où, en tout cas dans notre pratique, il y a toujours une réflexion en lien avec l'espace et la pratique des gens. Donc ça revient à une définition un petit peu... on n'est pas que dans le pratique, on est dans le spatial aussi. Un peu, si on reprend l'essence du milieu.
Ouais, je pense que le process est important aussi, dans le sens où peu importe ce qu'on fait, que ce soit une installation ou du mobilier, le process créatif reste le même que si on dessinait un immeuble en architecture. C'est-à-dire qu'on a quand même cette formation d'architecte qui nous inspire l'esquisse, qui nous inspire voilà, les phases, tout ça. Et je pense que la micro-architecture, c'est simplement le process de comment on conçoit l'objet par rapport à un espace donné. Et si je peux rajouter aussi, peut-être à la différence d'une installation, on peut souvent penser qu'on tourne autour. En général, dans nos interventions, on a tendance à les pratiquer, donc à rentrer dedans aussi, donc de pratiquer, d'avoir une communication avec l'objet en lui-même. Ok. Bon, c'est une très bonne réponse. Ça me permet de mieux comprendre. Et concrètement, comment vous trouvez les projets dans un collectif ? Parce qu'en agence, c'est très... c'est un gros sujet de comment on trouve des sujets en agence. Mais pour un collectif, est-ce que c'est vous qui allez à la rencontre de festivals, de collectivités urbaines, etc. Ou alors c'est des gens qui viennent vers vous ? Enfin, j'imagine que ça a évolué entre le début et maintenant. Et du coup, Bastien ? Du coup, il y a un peu deux cas de figure. Il y a le cas des concours où c'est nous qui participons à des appels à projets et donc qui démarchons et qui faisons le concours. Et après, il y a les autres cas de figure auprès des services publics ou auprès de particuliers où souvent ça marchait un peu par le bouche à oreille. Alors au final, au début, c'était plutôt le réseau. C'est-à-dire que étant donné qu'on est issu d'une école d'architecture, bon bah c'est un petit monde, on connaît plein de gens et on va dire qu'on a la chance d'avoir des copains qui ont créé un autre collectif à côté de Rouen et qui au final nous ont fait un peu bosser avec eux au tout début par une petite installation artistique. Et après le cercle s'est un peu élargi, on est parti à Bordeaux pour faire un festival et pareil là ça a marché avec le bouche à oreille. Et on se rend compte que plus le temps passe, plus au final, comme l'a précisé Bastien, en participant à des appels d'offres publics en lien avec la métropole ou les petites mairies, et bah, au final maintenant c'est un peu l'inverse, c'est le travail qui vient à nous. Voilà, dès qu'on commence à exister, finalement la commande, bon ça se bouscule pas non plus, mais il y a quand même, on a très vite remarqué ça là, c'est depuis l'année dernière, on va dire. Bon, c'est peut-être... je sais pas si c'est délicat d'en parler ou pas, mais ma question s'adresse surtout du coup à ceux qui sont à plein temps dans l'association. Mais est-ce que sur le plan financier, c'est assez stable, un collectif ? Enfin, c'est une question qui va venir à l'esprit de tout le monde. C'est du coup Bastien et Véronica surtout. Nous, du coup, nous trois avec Lucille, on avait commencé à plein temps en février dernier, quand on avait fini notre PFE en architecture. Du coup, le début, il était assez difficile parce que, à la place de commencer, on était confinés. Après, on avait eu un peu la chance, je pense, qu'il y avait beaucoup de projets qui ont apparu pendant la période d'été. Du coup, financièrement, en fait, c'était plutôt gérable, mais on pourrait pas être plus nombreux en tant que membres actifs dans l'association. Et après, pendant la période d'hiver, en fait, c'est un peu le lien entre la période d'aujourd'hui et aussi qu'il y a moins d'événements culturels auxquels on est beaucoup liés. Ça nous a justement un peu poussé de chercher aussi un travail un peu à côté. Du coup, avec Bastien, depuis peu, on est aussi... on travaille pour une agence en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est carrément pour être dans la thématique de mon podcast, mais à quel moment dans vos études vous vous êtes dit que vous ne vouliez pas immédiatement travailler dans une agence d'architecture ? Moi, je suis rentrée en architecture en ayant en tête la scéno. Honnêtement, la scénographie, j'avais déjà ça dans un coin de ma tête. Après, avec les études, je me suis dit, bon, l'agence d'archi, pourquoi pas. Et en faisant des stages, je me suis vite rendu compte que ça me correspondait pas du tout, que moi, personnellement, j'avais besoin de pratiquer, en fait, d'utiliser mes mains, de pouvoir concevoir, etc. Et je dirais que c'est en faisant mes stages, en testant des stages un peu partout, en machinerie, en scénographie,
que je me suis rendu compte que c'était plus ce genre d'approche que je voulais. Et puis quand on a travaillé pour le festival Tribu Libre et qu'on a eu nos premiers chantiers, nos premiers dessins, etc., c'est ça, je me suis dit, moi c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Voilà. C'est marrant parce que moi c'est un peu l'inverse de ce que tu dis, parce que à la base en fait je viens de République tchèque et je suis venue à la fin de licence à l'école de Rouen, où justement en fait avant en fait l'archi que j'ai fait en licence c'était un peu plus sur le côté ingé et très technique, et l'école de Rouen en fait elle m'a un peu changé la vision aussi avec les cours de scéno que j'ai pu faire, et après avec le collectif, les amis qui ont créé le Presse Cervelle, et où on a commencé en fait justement pratiquer la matière, et c'était là le moment un peu déclencheur qui m'a poussé sur cette voie-là. Et après il y a aussi je pense le côté expérimental dans les projets qu'on avait pu pratiquer à l'école qui nous a un peu reliés à tout ça. On a vraiment envie de tester avec nos propres mains et pas seulement dessiner. Antoine ? Pour ma part, moi c'est un peu plus comme Véro. Enfin, moi je suis parti un peu sur au contraire l'idée de plus un schéma dans ma tête un peu classique, et avec l'apparition de l'assaut, des cours d'expérimentation où on a un peu réinterrogé les systèmes constructifs, le fait de mettre la main à la pâte et de voir qu'on pouvait produire des choses différemment que l'image conventionnelle que nous donnaient les profs, que nous donnaient les agences, etc. C'est plus à partir de là où je pense moi pour ma part je me suis dit mais en fait on peut faire ça différemment, on peut quand même faire des choses qu'on aime, mais on n'est peut-être pas obligé de suivre le schéma classique des agences. Moi j'étais en vrai parallèle entre mes stages et l'assaut, et du coup c'était un peu l'idée de se dire mais il faut tester autre chose, quoi. Et toi, Victor, qui a le plus de recul, ta vision de l'architecture, elle en est où là actuellement ? Alors effectivement, moi j'ai rejoint l'aventure. Enfin du coup, quand le collectif est né, c'est vrai que moi j'avais déjà un peu d'expérience en agence. Du coup, ça va bientôt faire 9 ans que je travaille en agence. Et c'est un peu la curiosité qui m'a poussé à rejoindre le projet, puisque effectivement j'avais dans les différentes agences auxquelles j'ai pu collaborer, c'était très varié on va dire, mais j'étais jamais allé dans le contexte de scénographie. Alors mince, il y a ma machine à laver qui vient de se déclencher. Oui, donc en fait les différentes expériences que j'ai eues avant, en fait j'étais jamais vraiment confronté à la micro-architecture ou la scénographie. En fait voilà, c'est la curiosité qui m'a un peu poussé à rejoindre le projet, et c'est vrai qu'au final ça m'a étonnamment plu, puisque effectivement le fait de concevoir et de créer soi-même les choses, voilà, ça il y a une dimension qui prend du sens, puisqu'au final en agence on fait des dessins. On n'a pas spécialement le dessin, il a une temporalité, le chantier, il part en chantier 2-3 ans après, donc après le chantier ça dure 2 ans, enfin vous voyez, c'est pas du tout la même échelle de temps, alors que là on dessine, on conçoit, et la semaine d'après on construit, et hop, c'est réglé. Donc c'est vrai que ça c'est assez jouissif, mine de rien, et très satisfaisant de contempler quelque chose qu'on a créé avec nos mains, donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question en fait, mais... Si, très bien. Si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est dans le collectif, on a une dimension que je trouve... Enfin, après, moi, je n'ai fait que des stages en agence d'archi, donc j'ai peut-être pas suffisamment de recul, mais c'est surtout le contact avec le public aussi. C'est quelque chose de beaucoup plus social, et on est beaucoup plus à la rencontre des gens, et... par exemple, après je parle de mon expérience aussi sur un collectif qui est plus gros, c'est aussi beaucoup plus de chantiers participatifs, de travailler aussi avec les gens, etc. Et c'est ça qui est chouette. Et on peut aussi, par le biais du collectif, promouvoir des choses qu'on a envie de défendre. Donc nous, par exemple, on essaye de faire du réemploi, de construire des choses, et c'est beaucoup plus facile à faire au sein d'une association que d'une grosse agence d'archi. Voilà. Ok. Il y a une question que je pose à tout le monde dans ce podcast. Que je trouve à chaque fois les réponses, elle permet d'ouvrir des réponses assez larges. C'est si vous rencontriez le vous du passé, soit avant les études d'archi, soit pendant les études d'archi, avec tout ce qu'il a en tête à l'instant T, qu'est-ce que vous lui diriez pour l'aiguiller ? Est-ce qu'il serait en période de doute ? Est-ce que vous pourriez l'aider d'une quelconque façon à mieux vivre ses études d'architecture, ou à mieux se projeter dans l'avenir ? Si vous aviez le Bastien, la Véronica, la Lucie, le Victor ou l'Antoine du passé,
qu'est-ce que vous lui diriez ? Est-ce qu'il serait fier de vous ? Comment serait cette rencontre ? Je sais pas qui veut commencer entre vous 5. Je sais pas, moi je dirais en fait que faut se lancer des fois, en fait, faut pas trop réfléchir non plus, toujours. Faut prendre un peu les opportunités comme elles viennent et marcher un peu à l'instant. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression en fait que le collectif il fonctionne un peu comme ça aussi, c'est que on se lance dans des projets des fois sans trop savoir dans quoi on se lance et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ce qui nous fait vivre. Voilà, on a besoin de vivre, c'est cool. C'est beau ce que tu dis. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ça parce que en fait le mois passé, je pense qu'il s'est pas du tout vu arriver en France et faire de la scénographie et de la micro-architecture avec une association. Mais ouais, je pense que j'aurais dit à mon mois passé de pas se prendre la tête et suivre les opportunités parce que ça nous ramène sur le chemin qu'on n'avait pas attendu, mais qui nous faut voir le monde un peu différemment et c'est beau. Franchement, je vous rejoins tout à fait. Hein. Si je devais me voir plus jeune, je dirais te prends pas la tête. De toute façon, c'est pas prévisible l'avenir et l'exemple des dernières années, c'est le cas. Donc, prends ce que tu peux prendre, amuse-toi, te prends pas la tête et puis voilà. Prends tout quoi, prends tout. Test. Mais vous lui diriez de rester en architecture et de... Ouais, je dirais de rester et d'être peut-être moins conventionnel et de se laisser tester des trucs, même si au début tu te dis que c'est une perte de temps ou absurde, et en fait non, il n'y a jamais rien qui est inutile. Même si des fois il y a des charrettes qui sont quand même pas très utiles, mais bon, ça c'est l'essence même de l'architecture, hein. Non, en vrai, il faut pas trop se poser de questions, il faut tester des trucs, c'est vraiment cool. Ouais, moi je lui dirais peut-être de moins prendre à cœur ce qu'ont pu dire les profs pendant mon cursus, que personnellement j'ai redoublé un semestre et que c'est pas si grave de redoubler, qu'au contraire ça m'a permis d'avoir 6 mois après de stage et de découvrir plein de choses, et que du coup c'est chouette de prendre son temps, c'est pas grave de faire des études un peu plus longues parce que ça m'a permis de découvrir plein de choses. Je dirais aussi qu'une scie sauteuse ça fait pas si peur. Oui, les outils ça fait pas peur et qu'on peut réussir à construire et qu'on peut faire plein de choses de nos mains et que c'est pas si compliqué d'apprendre quand on a une chouette bande de copains pour faire tout ça avec nous, c'est chouette. Alors du coup oui, si moi je vois mon Victor du passé, je pense que déjà il éclatait de rire. Non, je pense que je lui dirais d'éviter certains profs. Effectivement, comme dit Lucille, faut pas trop prendre à cœur ce qu'on peut dire. Il faut essayer de garder une certaine distance avec ce que l'on produit. Faut garder la tête froide, hein. Faut pas se mentir, les études d'archi c'est quand même psychologiquement et physiquement quand même rude. Moi dans mon parcours au final j'ai fait mes 5 ans d'une traite et je suis pas sûr que ça soit spécialement la bonne idée non plus, parce que effectivement on arrive sur le marché du travail à 22-23 ans, donc on est très jeune, pas très mature on va dire, et je pense que le conseil que je lui donnerais à mon petit Victor du passé, parce que j'ai grandi entre temps quand même, ça serait de prendre son temps quand même, ouais, de pas trop se presser, de savoir ce qu'on veut. Donc là c'est pour ça que je rejoins un peu ce que dit Lucille, d'avoir la tête froide sur certaines choses, de pas se précipiter non plus, donc voilà, prendre son temps quand même. Enfin, il faut être ami avec le temps, hein, parce que le temps il passe, donc voilà, faut pas essayer de se brusquer. Si je pouvais même ajouter quelque chose, je dirais à mon moi du passé au petit Antoine d'arrêter de faire des paris pourris avec ses cheveux. Les autres comprendront. Je suis pas vraiment d'accord là-dessus. Mais... ça a coûté très cher. Je ne le regrette pas, mais quand même, évite. De quoi, de raser les cheveux ou de... J'ai perdu des paris avec d'autres membres du LPC. Je me suis retrouvé pendant un mois avec une crête iroquoise et une queue de rat à l'arrière, et c'était quand même assez difficile à porter. Et ça m'a valu quelques critiques taquines de mes profs et de toute l'école, je pense. Mais c'était sympa. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que comme c'est un podcast audio, maintenant les gens vont t'imaginer comme ça.
Eh ben, imaginez-moi comme ça. Comme ça, ils seront encore plus contents quand ils me verront plus normal, plus avec une moins de folie. On peut Bien peut-être sûr, retrouver c'est- une photo c'est pour le mettre en. Ouais, ça fait une bonne image de l'assaut, ça. Vous avez vos HMO? Enfin, vous avez passé la HMO ou pas? Est-ce que vous avez prévu de la passer? Il y en a 2 qui sont en train de la passer là. Alors là, on est en plein dedans, oui, avec Antoine. Là, on passe actuellement notre HMO et rendu début juillet, c'est ça? Ouais, La soutenance. mémoire, Voilà. tout ça. Fini en juillet. En juillet, on pourra faire le point. Parmi les 15 membres du collectif, il y a une seule personne qui a la HMO actuellement. Puis après, là, vous êtes, ils sont 4-5 à essayer de la passer. Et après, moi, c'est une question que je me pose et j'ai pas spécialement envie de travailler en agence. Du coup, c'est compliqué du coup de pouvoir passer sa HMO autrement. Donc, je sais pas. On verra où le destin m'amène. On verra. Et Antoine et Victor, vous la passez parce que vous avez prévu sur le long terme un jour d'ouvrir votre agence ou justement ce projet de faire une partie agence pour le Presse Cervelle, ou alors c'est juste comme ça c'est fait et ça complète votre diplôme? Moi, du coup, oui, ça fait quelques années déjà que je suis diplômé. Donc, au final, moi, la HMO, ça a commencé à me taquiner. Effectivement, je comptais la faire un jour ou l'autre. Alors, mais bon, faut pas trop attendre non plus. Je pense qu'il faut pas la faire tout de suite après l'école parce qu'effectivement, c'est quand même une formation. Bon, alors, suivant les écoles, hein, bien sûr. Mais c'est quand même une formation qui reste assez lourde. Donc, il y a beaucoup d'informations à ingurgiter. Et du coup, moi, le fait d'avoir déjà de l'expérience en agence, au final, je comprends la majorité de ce qui se dit. Donc, moi, au final, ça consolide les bases, on va dire. Et au final, oui, en termes de projets futurs, forcément, hein, je pense que je ne vais pas rester salarié toute ma vie. Alors après, que ce soit un projet en lien avec le Presse Cervelle ou un projet plus personnel, ça, pour l'instant, je ne sais pas encore. Je vais attendre mes camarades aussi qui sont un peu plus jeunes que moi, qui sont en train de la faire là, pour voir comment la discussion se fait. Donc voilà, pareil que Lucille, hein, on va laisser le destin évoluer. Je pense que initialement, je me suis toujours dit qu'il fallait la passer pour avoir entre guillemets cette liberté de pouvoir changer d'échelle et de pas être bloqué, en tout cas administrativement, ou de pouvoir avoir cette possibilité-là. Après, aujourd'hui, la question du projet, c'est vraiment un sujet qui est central. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'association elle évolue et elle évolue toute seule, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas trop prévisible tout seul de savoir ce que ça va devenir, mais moi je sais que ma pratique plus tard d'agence, de monter quelque chose ou pas, c'est quelque chose dont j'ai envie, mais aussi c'est quelque chose que je mets en perspective dans ma tête forcément avec l'association. Donc je peux pas vraiment te répondre, mais forcément j'ai pas envie. J'aimerais bien avoir avec les gens de l'asso, peut-être, ou seul, je sais pas, mais cette indépendance dans le choix des projets, dans le process de conception, tout ça. Mais c'est quand même, c'est des grandes questions où malgré le temps qui passe, je crois que t'as jamais trop de réponses jusqu'à un moment où tu te lances, ou alors tu te lances pas, ou voilà quoi. Mais du coup, Bastien et Véronica, je vous ai coupé tout à l'heure, pardon. Je pense qu'avec Bastien, on est un peu de même avis qu'on voudrait bien la passer, puis on n'est pas vraiment pressé. Parce que si l'occasion se trouve, on la passerait bien l'année prochaine ou dans pas longtemps. Mais pareil comme les autres, je pense que pour l'instant, on ne sait pas exactement si ça serait avec l'asso ou pour une autre occasion, mais c'est sûr qu'un jour, on s'imagine bien quand même de pas travailler en tant qu'employé d'une agence, mais de créer quelque chose qui nous est propre. Ok, très bonne réponse. Moi, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais aborder avec vous. Enfin, parce que je connaissais pas trop le monde. En fait, j'ai fait des séminaires avec des collectifs, etc. Mais du coup, je connaissais pas en profondeur toutes les trucs qu'il y a dans un collectif. Donc, heureusement, je pourrais éditer ce que je dis parce que je sais pas parler. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, un sujet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez sensibiliser les étudiants qui vont écouter ce podcast, s'il y en a,
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez aborder, ou alors vous pensez vous aussi avoir fait le tour du sujet, qu'on a bien discuté, que c'était bien? Moi, je rajouterais juste qu'on est un jeune collectif et qu'il y a des milliards de façons, je pense, d'être un collectif. En fait, il y a plein de façons d'être. Et nous, on a notre façon. C'est peut-être un petit peu encore le bazar parce qu'on est jeune, mais que voilà, il y a plein de façons d'être un collectif. Nous, c'est notre façon et voilà. Je vais juste rajouter ça. Mais est-ce que vous encourageriez les gens à se lancer dans des collectifs, justement? Ouais, je pense que... je pense qu'il faut pas hésiter en fait à se lancer, même juste après les études en fait. Pendant. Ou même pendant les études, oui. Enfin, c'est vrai qu'on l'a fait aussi pendant. C'est quelque chose qui prend un peu de temps quand même, même par rapport aux études, donc qui est pas toujours facile à mettre en place, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Oui, après c'est pareil en fait, même quand on s'est lancé en fait dans l'asso pendant nos études, en fait c'était pas quelque chose qu'on considérait en tant que travail, mais vraiment quelque chose qui nous apportait du plaisir, qui était plutôt un divertissement, et le temps passé avec nos amis, et même si on apprenait quelque chose en même temps, et on pourrait créer de nouvelles choses. Ouais, ça faisait partie de votre vie asso, en fait, avant d'être professionnel. Ouais, et que, entre parenthèses, faut pas hésiter non plus à... C'est pas grave si un collectif, ça aboutit à rien, je pense. C'est... voilà, c'est pas... Nous, on essaye d'en faire quelque chose... peut-être qu'il va se professionnaliser, mais qu'en collectif, ça peut juste rester le temps des études aussi. C'est tout autant génial, en fait. Voilà. Ouais, même pour aller dans le sens de Lucille, je pense que il faut expérimenter sous toutes les formes, et que c'est un collectif, c'est un test, c'est comme un exposé, on teste un truc et puis si ça plaît, ça continue, si ça plaît pas, c'est pas grave. Mais je pense on en revient un peu au conseil qu'on se donnerait si on voyait plus jeune, le côté teste des choses et te bride pas parce que c'est ça qui est cool, et puis voilà, je pense qu'il faut réinterroger les choses, ça fait partie de notre génération de le faire, et les jeunes archis ont ça dans le sang, je pense. Et même le dispositif association permet aussi d'avoir une vision de gérer une équipe, de se gérer tous ensemble, et donc offre peut-être une première idée de ce que c'est que d'avoir une agence d'archi, même si je ne le sais pas personnellement, mais je pense que ça nous permet de voir beaucoup de facettes, d'une qu'on n'apprend pas à l'école, et de deux, je ne sais pas. Mais et que c'est pas tout le temps tout rose aussi. Ça c'est. Voilà, là peut-être qu'on est assez positif sur notre collectif, mais il y a des moments où c'est pas facile non plus. C'est une structure associative, c'est plein de questions, c'est de la comptabilité, c'est des clients à gérer, c'est des devis à faire. Il y a plein de choses aussi. C'est aussi de travailler avec, là dans notre cas, c'est des amis. Du coup, des fois, c'est pas tout le temps tout rose aussi, et faut le dire. Et c'est pas grave parce que c'est pas grave. C'est vrai, mais c'est quelque chose que les gens ils sentent individuellement, et ça a plein d'aléas, mais je pense que faut pas que les gens justement, je trouve que ça fait un peu écho à toute ta réflexion où tu disais quand les gens ils sortent de l'école ou ils sont à l'école, ils se posent beaucoup de questions, et c'est normal. Je pense que qui ici ne s'en pose pas énormément, mais en fait voilà, c'est pas grave, il faut accepter qu'il n'y ait pas forcément trop de réponses. Et alors pourtant je dis ça, mais les autres savent que c'est difficile pour moi, mais que accepter qu'il y a des moments où t'as pas trop la réponse là, et que ça va venir et que tu verras, et non, je pense que c'est un peu ça, il y a du bon, du pas bon, mais que faut pas, rien n'est figé, quoi. Est-ce que t'as plus de questions après tes études que pendant? Moi j'en ai peut-être encore plus. Je trouve que c'est limite plus, mais c'est pas pareil. Il y a aussi un truc en sortant des études où tu te... comme disait Victor, il faut garder la tête froide, et quand tu sors des études, tu te rends compte que tu t'investissais peut-être trop psychologiquement, mentalement dans les études, et après tu sors et tu te rends compte que faut prendre du recul, en fait, quoi. C'est génial tout ce qu'on fait, mais faut pas se foutre la pression, en fait. L'image de l'architecture qui va sauver le monde, oui, c'est un domaine important, un domaine qui a des responsabilités, mais faut pas que les gens
se disent je suis fait ou je suis pas fait pour ça. Il faut qu'ils se posent la question de ce qu'ils aiment pas. Et la preuve, c'est que quand les gens sortent d'archi, il y en a beaucoup qui font autre chose, mais ils se servent de ce qu'ils ont fait en école d'archi, d'une manière ou d'une autre. Il y a des millions de façons d'être architecte. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est la thématique de ce podcast. Voilà. C'est une incroyable conclusion. Eh bien, merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose, mais... Non, tout simplement merci à toi, Sam, de t'intéresser à ce qu'on fait et de nous aider dans le process d'essayer de toucher des gens en parlant de ce qu'on fait. Donc merci à toi, franchement, c'est chouette. Merci à toi. Merci Drop the Coach. Merci à vous de vous être prêté au jeu. Et merci à Martin qui a tenté de participer à cet épisode en duplex depuis un TGV sans succès malheureusement. La SNCF, il y a encore du boulot à faire sur la couverture 4G de votre réseau. Et waouh, vous êtes désormais plus de 1000 à suivre Drop the Cut sur Instagram. Merci pour ce petit shot de dopamine qui a ensoleillé ma semaine. Et je reçois parfois des messages d'inconnus, étudiants et même de diplômés archi, qui me disent que le podcast contribue à les aider dans leur réflexion sur leur avenir. Du coup, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Chaque message me touche vraiment énormément et je suis heureux de voir que ce podcast qui était à la base destiné à répondre très égoïstement à mes propres questionnements résonne également en vous. Donc voilà. Et comme d'habitude, un grand merci à Louise Goneméric qui fait toutes les illustrations sur le compte Instagram @aiguitect et à Simon Tsika pour la musique du générique. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais présenté, mais je m'appelle Sam Afshar et vous venez d'écouter Drop the Kutch.